Da-dum dum dum dum. Da-dum dum dum. Da-dum dum. Puis alors des inventions, des pactes à quatre qui faisaient référence à un contexte politique, ou l'association de mots grossiers et de mots tout à fait gentils. Enfin, tout ça, c'est très riche. Donc effectivement, vous avez raison, Monsieur De Santi, la richesse du capitaine Haddock, elle est vraiment indiscutable. C'est un personnage qui a une épaisseur. Et vous savez, il est arrivé un moment dans l'œuvre d'Hergé, c'est pour ça que ce que disait Laurent, c'est juste pour la chronologie, à peu près au tiers de l'œuvre, le sceptre d'Ottokar. Le sceptre d'Ottokar, Hergé avait complètement instauré sa structure. Hein. Il maîtrisait complètement. Il avait même inventé un pays, la Moldavie, qui est un pays imaginaire, qui a pour nous autant de réalité que la Suisse ou la Belgique. Hein. On ne sait plus que c'est un pays imaginaire. On passe de Prague à Clove, on passe de Genève à Sode, qui est la capitale de la Bordurie. On ne sait plus qu'on passe d'un pays réel à un pays imaginaire. Les deux ont la même réalité pour nous, hein, la même vérité. Hein, ça c'est assez formidable. Et pourquoi je disais ça Parce que vous vouliez parler encore un petit peu. Non, oui, pour répondre, oui. Je disais que dans le sceptre d'Ottokar, vous avez cette brochure qui dure 3 pages, que Tintin consulte dans l'avion, où il regarde la Moldavie avec son histoire, sa culture, sa langue. Il invente une langue, hein, la langue moldave, à tel point que tous les gens des pays de l'Est ont fait des articles dans les journaux pour essayer de montrer que la Moldavie, c'était soit la Roumanie, soit la Tchéquie, soit la Pologne. Alors qu'en réalité, non, c'est un mélange de tout. Il y a même des références belges, hein. Il y a même du marolien de Bruxelles dans le langage moldave. Et puis, non, alors, ce que je voulais dire, c'est que à ce moment-là, il maîtrisait tellement son œuvre qu'il a eu peur de la monotonie. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il était obligé de trouver du nouveau, parce que sinon il aurait répété de façon un peu routinière, c'est-à-dire de créer un nouveau personnage. Et dans l'album d'après, Le Crabe aux pinces d'or, il a eu l'idée géniale d'introduire donc le capitaine Haddock, qui a été une relance de l'intérêt, et ça a donné une dimension extraordinaire. Puis, quelques années après, alors que la routine les guettait à nouveau, d'introduire le professeur Tournesol dans Le Trésor de Rackham le Rouge. Et ça, c'est vraiment des idées fortes pour éviter, parce qu'il serait forcément répété. Oui, les beaux sont. Moi, j'aime bien ce personnage étourdi, du savant fou, mais pas si fou que ça, le savant génial. Puis en même temps, il y a en filigrane le science sans conscience n'est que ruine de l'âme, parce que lui, il cherche pour le plaisir d'innover. Et puis d'un autre côté, face à lui, il y a les savants là qui sont en quête absolue de trouver avant les autres, comme s'il y avait la course au laboratoire et à la finance. Enfin, il y a quand même des belles choses, il y a quand même des belles relations. C'est la belle carte postale de l'histoire. Et c'est vrai que quand on regarde la totalité des albums, on traverse ce XXe siècle, en gros. Ou une bonne partie en tout cas, et on suit les événements, et c'est très riche aussi en histoire, et pas seulement d'un point de vue, on va dire, littéraire ou philosophique, comme ça aurait pu... voilà, il y a des tas de choses. Il y a une anecdote qui me vient à l'esprit, là, en vous entendant tout à l'heure parler de la vérité, du vraisemblable, du fait qu'on y croit, ce qu'on appelle un peu le vérisme de Tintin, ou l'effet de réel, hein, Roland Barthes disait l'effet de réel. Ça, c'est très très fort chez Tintin. Soit vous avez dans la bande dessinée des albums complètement comiques, du début à la fin, comme Astérix, Lucky Luke ou Achille Talon. Mais le réalisme est faible. Hein. Les immeubles dans Gaston Lagaffe, par exemple, ils sont tout tordus. Les voitures, c'est des guimbardes tordus. On est tout le temps dans le comique et la caricature. Ou alors, vous avez des bandes dessinées totalement réalistes, comme Alix, comme... Mais lui, il arrive à concilier les deux. C'est-à-dire que les personnages sont à la fois comiques et réalistes. Le décor est réaliste. Tintin, il est même les deux, c'est-à-dire que sa tête, jusqu'ici, est comique et caricature. Et en dessous, avec ses pantalons de golf, sa gabardine et son pull, il est au contraire réaliste. Donc il arrive à mélanger les deux. Et là-dessus, il y a une anecdote qui me vient, qui je trouve extraordinaire. Il y a, dans les années 2000, vous savez, le jeu de Jean-Pierre Foucault qui s'appelait Qui veut gagner des millions. On avait posé à un candidat la question comment s'appelle le docteur des bijoux de la Castafiore qui vient plâtrer l'entorse du capitaine Haddock. Et le candidat ne savait pas, donc il a demandé un joker, il a fait appel au public. Et vous savez, les gens ont 4 réponses possibles. Et la réponse, il y avait 4 possibilités, c'était docteur Rotule, docteur Omoplate, docteur Ménisque et docteur, je ne sais plus quoi, Tibia. Bon. Et les gens ont voté, et à 80%, ils ont répondu docteur Rotule. Bon.
Or, ce qui est extraordinaire, c'est que dans les bijoux de la Castafiore, à aucun moment n'est prononcé le mot de docteur Rotule. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dans Objectif Lune, il y a un ostéopathe, ou un kiné, je ne sais pas, un ostéopathe, qui dit qu'il va soigner, enfin, il a et sur sa plaque, il y a marqué docteur Rotule. Donc, les gens qui connaissent un petit peu Tintin ont vaguement eu le souvenir du docteur Rotule, mais qui n'était pas du tout le docteur Rotule. D'ailleurs, il n'a pas du tout la même apparence physique dans les bijoux de la Castafiore que dans Objectif Lune. Bon, il y en a peut-être quelques-uns qui ont voté donc docteur Rotule. En général, dans ce jeu, je crois que les gens copient les uns sur les autres. Et donc, il y a eu un résultat à 80%. Et après, il y a eu un débat dans la presse, des contestations. Les gens ont dit, mais c'est pas possible, vous voyez bien qu'il lui... Il y a eu vraiment, les gens s'empoignaient, parce que, comme si c'était un personnage réel. C'est ça qui est fabuleux, pour savoir si c'était ou non le docteur Rotule. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, on vous écoute. Nestor. Oui. Nestor. Le valet. Le valet. Qui reçoit le courrier, qui Alors a oui, des... au début, il est pas valet, Nestor. Si. Si. Nestor, c'est le valet des frères Loiseau antiquaires, voilà, ouais. hein, C'est ça, qui est du côté des bandits. Et ouais, puis, voilà. au moment où Haddock, grâce à Tournesol, rachète Moulinsart, il dit, finalement, on pourrait garder Nestor avec nous. Il ne le dit pas d'ailleurs, ça fait partie des détails. Hein, ça. Et dans la page 62 du Trésor Vacam le Rouge, lorsqu'ils font visiter la salle de marine qui est inaugurée par Haddock, avec les fétiches, l'épave de la licorne, etc., on voit dans un coin au fond à droite Nestor dans l'embrasure d'une porte, et on comprend qu'il a été pris à leur service. Alors sur Nestor, il y a quelqu'un qui veut écrire une biographie de Nestor. Vous savez c'est un personnage complexe, Nestor. Hergé avait fait une première page de Coq en stock où on voyait Nestor pendant que Haddock et Tintin étaient partis au cinéma. C'est vrai que la première image de Coq en stock s'ouvre par le mot fin. C'est assez marrant, où Tintin et Haddock sortent du cinéma. Et pendant ce temps-là, ils ont donné Milou à garder à Nestor. Et la page initiale, c'était Nestor dans son bain, en train de boire un peu de whisky et de lire les pensées de Pascal. Mais il l'a supprimé par la suite. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Donc on sait peu de choses de Nestor, si ce n'est qu'il a des tendances... on sent que c'est un sympathisant de la droite extrême, Nestor. Il est dans Coq en stock, quand les serviteurs de l'émir viennent avec Abdallah, il poursuit Haddock en lui disant « Monsieur, tous ces étrangers sont installés dans votre salon, etc. » Ça ne lui plaît pas du tout. Et surtout dans les bijoux de la Castafiore, par rapport aux gens du voyage, il a des propos pires que Manuel Valls. Hein, là, sur les gens du voyage et sur les Romanichel, il est très 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 dur. Alors que Tintin, lui, a dès le début un a priori plutôt bienveillant. C'est pour ça que dire que Tintin est raciste, ça me fait rire. Au contraire, là, Tintin, il a un a priori antiraciste là-dessus. Alors que les Dupont, ils disent « Oh ben voilà les coupables, c'est les gens du voyage. Hein » Le gendarme de Moulinsart, il dit « Je vous avais prévenu, capitaine, vous installez les Romanichel chez vous. » Et Nestor, il dit « Mais monsieur, ces gens-là, c'est tout chapardeurs, voleurs, etc. Vous les installez chez vous. » Donc voilà ce qu'on sait un peu de Nestor. Et alors, dernière caractéristique... Un peu de jésuite, hein, avec les pensées. Peut-être, oui, peut-être. Et dernière caractéristique de Nestor, qui est très amusante, c'est que c'est le domestique, au sens propre et figuré absolu, c'est-à-dire qu'il ne quitte jamais Moulinsart. Jamais. Sauf une fois, à la fin des 7 boules de cristal, il court au port au moment, à l'endroit où Tintin et Haddock s'embarquent en avion pour le Pérou, parce que Haddock a oublié son monocle de rechange. Et il court avec sa valise pour lui donner. Mais c'est la seule fois où on le voit en dehors de Moulinsart. Sinon, d'ailleurs, il n'apparaît que dans les albums où il y a des scènes à Moulinsart. Dans Tintin au Tibet, par exemple, qui ne se passe jamais à Moulinsart, vous ne voyez pas Nestor. En même temps, c'est le gardien du secret. Sans doute. Indirectement, oui. D'autres questions? J'avais entendu dire au niveau de la Castafiore que Hergé s'était inspiré d'une cantatrice qui chantait très très mal et qui avait l'habitude de produire des disques et qui fracassait les oreilles. Comme tous les personnages ou tous les lieux, il fait un mélange. Alors,
il s'arrange pour qu'on ne puisse pas dire la Castafiore, c'est la Calas. Mais vous avez raison, il s'est inspiré essentiellement de deux personnes, la Tebaldi sur le plan physique, et la dame dont je vous parlais, puis j'ai honte, je me souviens plus de son nom, mais effectivement qui était une cantatrice qui chantait vraiment très 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 mal. Ouais, vous avez raison, c'est ce qu'on a dit de la Castafiore. Monsieur ? Oui. Moi, alors, les personnages préférés, moi, c'est Dupont, mais je suis jumeau, hein, c'est normal. Avec leur naïveté, leur maladresse. Par contre, ce qui m'apparaît, c'est que de toute façon, par rapport au personnage de Nestor, représentant de la droite extrême, Hergé s'appuie beaucoup sur l'ambivalence hermaphrodite de Tintin, de Milou, etc. Dans sa démarche politique, au départ, il y a beaucoup d'ambivalence dans toute sa créativité, etc. Qui est quoi, qui pense quoi, etc. Alors ça, c'est une chose. Par contre, moi, je trouve ce qui est intéressant, c'est que Tintin s'est inscrit dans l'histoire. Je ne sais pas si vous avez vu Le Chat du rabbin, où c'est repris par Johann Swart et de façon très humoristique, où Tintin devient, bon, certes, c'est aussi la bande dessinée, c'est aussi un dessin animé, etc. Mais il devient un personnage historique qui est utilisé et qui apparaît dans le dessin animé avec beaucoup d'humour. Moi, c'est un passage qui m'a régalé. Vous avez raison, d'autant plus, pour aller dans votre sens, que vous connaissez la phrase célèbre du général de Gaulle, qui a dit « Mon seul rival international, c'est Tintin ». Alors, qu'est-ce que ça voulait dire? En fait, je pense que ce que voulait dire de Gaulle, c'est qu'il n'avait pas au plan national de rival, mais que sur le plan international, il l'a précisé ensuite, et Hergé l'a confirmé, Tintin, c'était le petit qui se battait contre les grands. Hein, le non-aligné un petit peu, enfin le français qui résistait aux Américains et à la puissance des gros. Et Tintin, ça a toujours été ça. Il prend fait et cause pour les petits contre les grands, pour Zorino, le petit marchand d'orange, contre les deux grosses brutes là, qui le tabassent, contre le tireur de pouce-pouce dans Lotus Bleu, qui est poussé, malmené par un homme d'affaires américain. C'est exactement ça. Il défend la veuve et l'orphelin. Hein. Il défend les petits contre les bandits. C'est peut-être pour ça qu'aux États-Unis, Tintin n'a pas autant de succès que chez nous, parce que c'est pas le Superman, c'est pas le super-héros comme on peut l'envisager aux États-Unis. Hein, Tintin. Oui, il n'y a pas de manichéisme non plus. Le méchant, il n'est pas vraiment totalement méchant, parce qu'il est comique. Pareil, il y a une je crois que la force, c'est de ne pas vouloir faire la morale, justement. Voilà, on montre du bien, on montre du mal, mais on montre qu'on a le choix. Et en même temps, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on veut montrer aussi aux gamins de l'époque qu'on peut croiser au coin de la rue, comme aujourd'hui toujours d'ailleurs, hein, entre guillemets, le voyou, le délinquant, le trafiquant de drogue, etc. On peut les croiser, les rencontrer, mais après, quel est le choix et quelle est la problématique qu'on va... Enfin, la combinatoire de notre comportement, et qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on va en faire, surtout. Parce qu'on peut très bien l'avoir à côté de chez soi, comme le mauvais voisin, comme on dit, et ne pas faire affaire avec lui, en gros, voilà. Et c'est la force de Tintin, justement, parce que s'il avait fait la morale, mais au bout d'un moment, il aurait embarrassé tout le monde, ça aurait été insupportable, tandis que là, on a toujours le choix même de plaider, entre guillemets, pour le délinquant, ou le voyou, ou effectivement le trafiquant d'armes, ou d'alcool, etc., etc. Ce qui serait bien, c'est que vous disiez du mal de Tintin, parce que là on dit que du bien, et il y a beaucoup de gens qui ont dit du mal. Monsieur va dire du mal. Pas du mal. Une question, dans combien d'albums Hergé a-t-il dû changer le contexte pour des raisons ou commerciales ou politiques? Il y en a un, je ne sais plus lequel, je crois que c'est Au Pays de l'Or Noir, il est arrêté par des Anglais, et dans un autre album, il est arrêté par je ne sais plus qui. Et c'est arrivé, est-ce que c'est arrivé dans d'autres albums? Vous avez absolument raison, hein. Dans Tintin au Pays de l'Or Noir, il y a eu 3 versions. La première était un peu compliquée, il faut dire, hein, parce qu'il y avait les Juifs avec l'organisation, comment ça s'appelait, Irgun, et il y avait les Palestiniens, et il y avait il y avait 3, donc c'était un petit peu, il y avait les Anglais qui étaient puissance occupante. Bon, après, évidemment, ça ne correspondait plus à l'actualité, puisque les choses évoluent. Il a complètement éliminé la dimension juive. D'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'était que le personnage qui incarnait le représentant de la communauté juive était une sorte de sosie de Tintin. Hein, il s'appelait Goldstein, je crois. Et après, il a supprimé cette version-là pour faire un album beaucoup plus simple, où c'était un affrontement entre 2 factions arabes rivales. Hein.
hein. Mais vous avez alors des pressions qui ont eu lieu, par exemple dans l'Étoile mystérieuse, le bateau qui est le bateau rival de l'Aurore, hein, qui va à la découverte de l'aérolite, était à l'origine un bateau américain avec un drapeau américain. Et sous la pression des États-Unis, il a supprimé le drapeau américain. Le drapeau s'appelle maintenant le Perry, hein, et il est originaire d'un pays donc imaginaire qui n'existe pas, qui s'appelle le Sao Rico, avec un drapeau qui n'existe pas. Donc il a fait ça effectivement pour faire plaisir, enfin pour pas heurter la sensibilité américaine. Sinon, il a modifié beaucoup l'île Noire, mais là, je ne crois pas que ce soit tellement pour des raisons politiques. Je crois que les Anglais ont voulu un petit peu qu'on montre moins l'Écosse, enfin les Britanniques plutôt ont voulu qu'on montre moins l'Écosse sous un jour un peu trop caricatural. Il a refait les dessins. C'est vrai que les derniers dessins de l'île Noire sont complètement modernisés par rapport aux premiers. Beaucoup de gens le regrettent d'ailleurs. Mais là, je ne crois pas que ce soit pour des raisons politiques. Je n'ai pas à l'esprit d'autres exemples de changements de ce type en dehors de Tintin au Pays de l'Or Noir. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu alors des pressions sur la morale. Et par exemple, les Américains encore ont voulu censurer, et Hergé l'a fait, des images du crabe aux pinces d'or où le capitaine Haddock se saoulait vraiment avec la bouteille. Il buvait comme ça à la bouteille. Et ces images-là ont disparu des dernières versions. Mais si vous lisez les archives Hergé, hein, qui reprennent les albums initiaux depuis Tintin au Pays des Soviets jusqu'au Crabe aux pinces d'or, vous avez les premières versions où vous voyez là Haddock vraiment. Puis dans le Crabe aux pinces d'or, c'est vraiment une épave. Hein. C'est vrai qu'il vieillit pas Haddock, mais il change complètement de physionomie. C'est vraiment un ivrogne dans le Crabe aux pinces d'or. Hein, et là, on peut dire que Tintin le sauve un petit peu du désastre, quoi. Bon, bah écoutez, vu l'heure qu'il est, j'entends les bouchons des bouteilles, moi. Vous voyez, c'est le capitaine Haddock qui a dû dire c'est le moment, il fallait boire un coup. Alors écoutez, je vous remercie d'être venus si nombreux et puis d'avoir partagé ce moment avec nous. Bien entendu, l'ouvrage de Renaud Nattier est ici. Avant de conclure, je voulais vous remercier parce que j'ai vu que vous avez cité mon livre, alors je voulais vous remercier parce que j'ai trouvé ça gentil de l'avoir fait. Et puis sinon, il y a aussi mon ouvrage, et comme ça, vous en saurez encore davantage sur des petits détails d'Hergé, qui peut-être, ou des albums qui vous sont passés peut-être à côté. Ça vous donnera des clés, en tout cas. On n'a pas de prétention, si ce n'est celle-ci. Merci à vous. Et merci pour votre attention. Da-dum-dum-dum. Da-dum-dum-dum. Da-dum-dum.